النماي المودة والصداقة. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, j'utiliserai mes prérogatives constitutionnelles pour préserver les droits des Libanais. Ce sont les mots du chef de l'État Michel Aoun devant une délégation d'anciens diplomates reçus au palais présidentiel. L'armée syrienne avance au nord d'Alep et se trouve à 6 km de Al-Bab, une ville contrôlée par l'État islamique et où les combattants de l'armée syrienne libre affrontent les djihadistes. 200 000, peut-être 300 000 personnes dans tout le pays. En Roumanie, on proteste toujours contre l'assouplissement de la loi anticorruption qui pourrait mettre les hommes politiques à l'abri de certaines poursuites. Bienvenue à vous tous. J'utiliserai mes prérogatives constitutionnelles pour préserver les droits des Libanais. Ce sont les mots du chef de l'État, Michel Aoun, qui s'exprimait devant une délégation du Forum des anciens ambassadeurs du Liban, reçu au palais présidentiel à Brabda. Je n'accepterai aucune atteinte à la Constitution durant mon mandat, ni que les Libanais qui réclament le changement soient ignorés. Fin de citation. Le chef des Maradas, Slimane Frangieh, apporte son soutien au leader socialiste Walid Jumblat sur la question de la loi électorale. Nous sommes pour une loi équitable qui rendrait justice à tous et qui ne nous éliminerait pas, dixit Frangieh à l'issue d'un entretien à Abneshri avec une délégation du bloc jumblatiste. Son représentant Akram Chehayeb a de son côté réaffirmé l'importance des accords de Taïf et la nécessité d'adopter une loi électorale qui assure une juste représentation du peuple libanais. Maintenant, le Premier ministre libanais Saad Hariri est catégorique. Le Liban ne peut plus supporter autant de réfugiés palestiniens. Le chef du gouvernement s'exprimait au Grand Sérail à l'occasion du lancement d'un projet de recensement des habitants et les logements dans les camps et les groupements de réfugiés palestiniens, initié par le comité de dialogue libano-palestinien. Selon Hariri, le droit au retour devrait s'appliquer. Je vous rappelle que quelques 450 000 Palestiniens sont enregistrés auprès de l'ONU comme réfugiés au Liban. La guerre civile en Syrie va-t-elle se transformer en un conflit ouvert avec la Turquie ? En moins de 2 semaines, l'armée syrienne a avancé au nord d'Alep et se trouve seulement à 6 km de Al-Bab, une ville contrôlée par l'État islamique. Mais dans cette ville, des combattants de l'armée syrienne libre, soutenus par la Turquie, affrontent toujours les djihadistes. Pendant ce temps, à une dizaine de kilomètres d'Alep, le camp onusien de Jibrin accueille 5000 réfugiés, femmes et enfants en majorité. Une génération perdue, a constaté Filippo Grandi, haut commissaire pour les réfugiés de l'ONU. Dans le reste de l'actualité internationale, Rex Tillerson devient le nouveau secrétaire d'État américain. L'ancien PDG d'ExxonMobil a obtenu un vote du Sénat par 56 voix contre 43. Les faucons républicains qui critiquaient ses liens avec Moscou ont finalement voté en sa faveur. À 64 ans, Rex Tillerson obtient le poste le plus prestigieux de l'administration américaine. Il n'a pourtant aucune expérience en politique. Les explications de Cécile Galluccio. Il est désormais le 69e secrétaire d'État. Rex Tillerson, qui était il y a peu PDG d'ExxonMobil, se tourne donc à 64 ans vers la politique et la diplomatie. J'ai reçu une quantité énorme de merveilleux messages d'un peu partout aux États-Unis, des gens que je ne connais même pas. Et leurs messages vont me laisser un souvenir indélébile au moment où je prends mes fonctions en tant que secrétaire d'État, au moment où je m'engage à servir le président et au moment où je m'engage à servir les intérêts du peuple américain. Mais l'opposition à sa nomination était importante. Rex Tillerson a eu droit à une salve de questions, notamment de la part des démocrates, surtout concernant le décret anti-immigration. Nous avons beaucoup de questions importantes. Êtes-vous impliqué ou avez-vous donné des conseils dans la mise en œuvre du décret ? Comment allez-vous répondre aux protestations des pays qui demandent au président de repenser sa politique ? Nous avons besoin de réponses.
Au final, tous les républicains, 3 démocrates et un indépendant ont soutenu Tillerson, mais la confirmation par le Sénat reste l'une des plus serrées de l'histoire pour un secrétaire d'État, 56 voix contre 43. De nombreux défis attendent le nouveau chef de la diplomatie, Russie, Iran, Syrie, des dossiers sensibles et une mission délicate, incarner la politique étrangère de Donald Trump. Qui est Rex Tillerson, propulsé à la tête de la diplomatie américaine? Eh bien, Julien Cheïda nous en dit plus sur cet industriel texan de 64 ans qui succède à John Kerry. Rex Tillerson a un profil atypique pour un secrétaire d'État. Une carrière passée à gravir les échelons du géant pétrolier ExxonMobil jusqu'à en devenir le PDG en 2006. Comprenez, aucune expérience politique. Dès lors, le choix de Donald Trump interpelle. Comment gérer la première puissance diplomatique au monde sans expérience dans le domaine? L'ancien PDG avait surpris en déclarant sous serment que la Russie était un danger pour l'Europe et l'OTAN. Une déclaration en contradiction avec les louanges de Donald Trump à l'égard de Vladimir Poutine. Ce même président russe qui a décoré de l'ordre de l'amitié Rex Tillerson après les investissements pétroliers d'ExxonMobil en Russie. Quel jeu joue le nouveau secrétaire d'État? Imposera-t-il son style? Saura-t-il dire non à Donald Trump? Convaincu, le Sénat à majorité républicaine a confirmé sa nomination. Mais le nouveau chef de la diplomatie ne devrait pas trop se réjouir, car un accueil glacial l'attend au département d'État, l'équivalent américain du Quai d'Orsay. De hauts responsables diplomatiques sont vent debout contre le décret de Donald Trump, interdisant l'entrée sur le territoire à des ressortissants de pays à majorité musulmane. La première mission du nouveau secrétaire d'État, qu'on dit dur en affaires, sera de convaincre ses propres employés de travailler avec lui. La première opération militaire importante autorisée par le président Donald Trump tourne au fiasco. Un raid commando contre Al-Qaïda au Yémen a mal tourné dimanche dernier, provoquant des victimes civiles, dont des enfants et la mort d'un soldat américain. Le président américain Donald Trump s'est donc rendu sur la base aérienne de Dover, dans le Delaware, pour accueillir la dépouille de William Ryan Owens, 36 ans. Le Pentagone a souligné que l'opération était en préparation depuis longtemps avec l'accord de la Maison-Blanche de Barack Obama. L'entourage de Donald Trump qui suscite l'hostilité, des échauffourées ont éclaté dans la prestigieuse université californienne de Berkeley entre la police et des étudiants qui manifestaient contre la venue d'un éditorialiste ultra-conservateur, Milo Yiannopoulos, fervent supporter du président Trump. Les explications d'Antoine Fenot. Des flammes s'élèvent dans la nuit californienne. Conséquence de manifestations sur le campus de l'université de Berkeley. Environ 1500 étudiants ont protesté contre la visite de Milo Yiannopoulos, un journaliste controversé du site d'information d'extrême droite Breitbart News. La manifestation a rapidement dégénéré lorsque des individus masqués ont brisé des vitrines avant d'affronter les forces de l'ordre. Milo Yiannopoulos a dû annuler sa visite. J'accepte la liberté d'expression et je crois que chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Et lui, les gens disent qu'il a le droit de dire ce qu'il veut. Je crois qu'on a le droit de dire qu'on ne veut pas de lui ici. Beaucoup de manifestants ont également protesté contre Donald Trump et son conseiller Steve Bannon, ancien dirigeant et fondateur de Breitbart. Certains dénonçaient aussi le récent décret anti-immigration du président américain. Yiannopoulos, de son côté, n'a jamais caché son soutien à Donald Trump. Je ne partage pas les opinions de Milo Yiannopoulos, comme beaucoup de gens sur ce campus. Pourtant, j'apprécie l'importance de la liberté d'expression. Il faut se rendre compte que les violences et les individus qui les provoquent ne représentent pas la majorité des étudiants. Conscient des risques, une centaine de membres de l'université avaient demandé le mois dernier l'annulation de l'événement. Milo Yiannopoulos a été banni de Twitter en juillet dernier, après avoir incité à des remarques racistes contre l'actrice Leslie Jones. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, je vous le disais en titre, 200 000, peut-être 300 000 personnes dans tout le pays, dans toute la Roumanie notamment. On proteste contre l'assouplissement de la loi anti-corruption qui pourrait mettre les hommes politiques à l'abri de certaines poursuites. Les Roumains ne pardonnent pas cette mesure.
Elle engendre les plus grandes manifestations depuis la chute du communisme. Le récit de Pierre Leduf. Ces manifestants tentent d'accéder au Parlement. Leur colère est dirigée contre un décret signé en urgence, allégeant le code pénal pour les délits de corruption. Pour la deuxième nuit consécutive, les Roumains sont descendus dans la rue. Ils étaient 100 000 devant le palais de la Victoire à Bucarest. La Roumanie n'avait pas connu de telle mobilisation depuis la révolution de 1989. Ils étaient 15 000 à Timișoara et 45 000 ici à Cluj. La seule solution que je vois, c'est qu'ils démissionnent, qu'ils partent et qu'on ait des élections anticipées. Le médiateur ne fait rien. Nous voulons des élections anticipées, nous voulons des gens corrects, pas des voleurs qui préparent des lois pour les voleurs. Nous voulons des gens honorables. On n'a pas besoin de criminels pour diriger le pays. Le ministre de la Justice affirme que ce décret ne fait que mettre la législation en accord avec des décisions de la Cour constitutionnelle. Il permettrait d'épargner à plusieurs hommes politiques des poursuites judiciaires, et notamment au chef du Parti social-démocrate au pouvoir depuis un mois, actuellement impliqué dans un procès d'emploi fictif. Pour les manifestants, leurs dirigeants sont des lâches. Les ambassades de plusieurs pays européens, des États-Unis et du Canada ont exprimé dans une déclaration commune leur inquiétude face à ce décret qui représente un recul en matière de lutte contre la corruption. À Bucarest, le rassemblement s'est achevé par quelques incidents et des arrestations. En France maintenant, l'affaire Fillon, surnommée Penelope Gate sur les réseaux sociaux, est un séisme dans le milieu politique de l'Hexagone. À moins de 100 jours de l'élection présidentielle, le parquet financier de Paris a ouvert une enquête pour déterminer si Penelope Fillon a bénéficié d'un emploi fictif en tant qu'attaché parlementaire de son mari. François Fillon a beau dénoncer un coup d'État institutionnel de la gauche et appeler son camp à rester soudé derrière lui. Et sa légitimité est mise en cause et les attaques fusent de toutes parts. Axel May et Karim Yayaoui nous en disent plus. Réuni dans la soirée en comité politique, le parti Les Républicains a réaffirmé son soutien à François Fillon. Plus tôt dans la journée, en visite au Salon des entrepreneurs, le candidat à la présidentielle avait rappelé qu'il comptait aller au bout. Je serai candidat à cette élection présidentielle parce que je porte un message politique qui, à mon sens, est le seul qui peut permettre le redressement national. Devant les parlementaires à son QG de campagne, François Fillon a aussi rappelé sa ligne de défense dans une allocution enregistrée par son entourage. Je veux vous dire que je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais transgressé la loi. J'ai ma conscience pour moi. On a 15 jours à tenir, car on sait que dans les 15 jours qui viennent, on aura les résultats de cette enquête. Mais à l'Assemblée nationale, ce message est diversement entendu. Il nous a dit, donnez-moi 15 jours pour prouver ma bonne foi, et je crois en la bonne foi de François Fillon, parce que la justice va aller très vite, tant mieux, on en reste au schéma de François Fillon. Il y a une date qui est sûre, certaine et qui ne changera pas, c'est le 23 avril, date du premier tour de l'élection présidentielle. Et je crois qu'à ce stade, aujourd'hui, compte tenu de l'environnement, de l'ambiance politique qui est présente, du doute qui s'installe, je crois que nous ne serions pas sérieux si nous n'envisagions pas toutes les hypothèses. Eh bien, il faut envisager un plan de repli. Alain Juppé, arrivé en deuxième position de la primaire de la droite, a redit qu'il ne souhaitait pas être le plan B, tandis que François Bayrou, un soutien de Nicolas Sarkozy pendant la primaire et dont le nom est cité en cas de désistement de François Fillon, assure faire bloc. Mon soutien à François Fillon est plein, c'est total. Merci. D'autres noms sont cités comme celui de Xavier Bertrand, ex-ministre du Travail. François Fillon, de son côté, veut montrer qu'il continue sa campagne. Ce jeudi après-midi, il effectuera un déplacement dans les Ardennes sur le thème de la fracture territoriale. Maintenant, dans l'est de l'Ukraine, les civils évacués de la ville d'Avdiivka, au nord de Donetsk, là où de nombreux habitants sont privés d'eau et d'électricité après des bombardements qui ont endommagé les infrastructures. La ville, sous contrôle de Kiev, est touchée de plein fouet par la reprise des combats qui font rage depuis dimanche entre les rebelles pro-russes et l'armée ukrainienne. Des combats qui ont fait 20 morts depuis donc dimanche. L'OTAN appelle la Russie à user de son influence pour établir la trêve dans la région et aussi au retrait de toutes les armes lourdes interdites par les accords de Minsk.
L'une des figures de l'opposition congolaise s'éteint et plonge la République démocratique du Congo dans l'incertitude. Étienne Tshisekedi est mort hier à Bruxelles à l'âge de 84 ans. Il était l'un des principaux négociateurs du plan de transition visant à sortir Kinshasa de sa profonde crise politique. Il avait perdu la présidentielle de 2011 lors d'un scrutin controversé remporté par Joseph Kabila. Son parcours signé Florent Rodeau. Il était surnommé le Sphinx de Limete. Avec le décès d'Étienne Tshisekedi, la République démocratique du Congo perd plus qu'un opposant politique, elle perd une icône. Un homme devenu pour beaucoup le symbole de la résistance et de l'espoir d'une alternance politique pacifique en RDC. Malade, ces derniers temps, sa parole publique s'était faite rare. Mais lorsqu'il s'agissait de défendre la démocratie, il n'hésitait pas à monter au créneau, comme en juillet dernier, à quelques mois de la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila. Si la Commission électorale nationale indépendante n'organise pas d'élection, alors nous pourrons parler de haute trahison. Premier étudiant de son pays à décrocher un doctorat en droit, il entame sa carrière politique dans les années 60 aux côtés du maréchal Mobutu et occupe à plusieurs reprises des postes de ministre. Mais au début des années 80, Tshisekedi prend ses distances avec le dictateur, une rupture qui l'amène à fonder en 1982 son propre parti, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, futur premier parti d'opposition. En 1992, il devient Premier ministre d'un gouvernement de transition. 5 ans plus tard, lors de la chute de Mobutu, il s'oppose à son successeur, Laurent Désiré Kabila. Je profite de votre question pour demander à tout notre peuple de tout faire pour ignorer ces soi-disant gouvernements et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Dans les années 2000, Étienne Tshisekedi se trouve un nouvel ennemi en la personne du nouveau président Joseph Kabila. Convaincu que l'élection présidentielle de 2011 a été truquée, il s'était proclamé président élu. Il n'a depuis jamais cessé de considérer qu'il était le seul à être légitime pour diriger la République démocratique du Congo. Place au sport, l'Égypte poursuit sa route dans cette CAN 2017. Les Pharaons ont décroché leur ticket pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant devant le Burkina Faso 1-1 après prolongation 4-3 au tir au but. Un ticket reste donc disponible pour la finale. Pour l'obtenir, le Cameroun et le Ghana vont s'affronter ce soir pour la dernière demi-finale. Le vainqueur de cette rencontre croisera l'Égypte en finale le 5 février 2017. Axel May. La joie dans les rues du Caire. Les footballeurs égyptiens qui n'avaient pas réussi à se qualifier pour les 3 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations retrouvent le chemin de la victoire. Vainqueur en demi-finale du Burkina Faso après une séance de tir au but stressante pour les supporters. Félicitations à l'Égypte. Nous devrions construire une statue pour notre gardien Essam El Hadari. El Hadari est un héros et nous allons gagner la coupe. Élu homme du match, le vétéran Essam El Hadari, 44 ans, devait être remplaçant à la CAN avant que le gardien titulaire ne se blesse. L'Égypte va disputer sa 9e finale de Coupe d'Afrique des Nations. Elle a remporté 7 fois le titre, un record. En face, les adversaires malheureux espèrent se consoler en remportant le match pour la 3e place. Voilà, il y a toujours la petite finale et voilà, ils vont tout donner pour qu'on ramène au moins la petite finale au Burkina. L'adversaire du Burkina sera le perdant du match Cameroun-Ghana, dont le vainqueur jouera lui le titre dimanche face à l'Égypte. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres. J'utiliserai mes prérogatives constitutionnelles pour préserver les droits des Libanais. Ce sont les mots du chef de l'État, Michel Aoun, qui s'exprimait devant une délégation d'anciens diplomates reçus au palais présidentiel. L'armée syrienne avance au nord d'Alep et se trouve à 6 km de Al-Bab, une ville contrôlée par l'État islamique et où les combattants de l'armée syrienne libre affrontent toujours les djihadistes. Ces images à Bucarest, 200 000, peut-être 300 000 personnes dans tout le pays. En Roumanie, où on proteste toujours contre l'assouplissement de la loi anticorruption qui pourrait mettre les hommes politiques à l'abri de certaines poursuites. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue.
رجلا معي المودة والصداقة.